si ça vire vers la guerre mondiale, si ça vire vers la logique des néoconservateurs, Trump devient deuxième Biden et dans ce cas-là, il n'y a pas de Trump. Et on veut éviter que l'Iran possède l'arme nucléaire. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de l'application, de la chaîne YouTube également. Comment dire, l'actualité énormément d'intensité, elle a énormément, on va dire, on dort pas chez Omerta pour essayer de suivre ce qui se passe, en particulier avec le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël qui a démarré depuis quelques jours. Qui a surpris tout le monde, même si on pouvait s'y attendre, qui nécessite aussi beaucoup d'éclaircissements. Alors notre travail à Omerta, c'est d'aller sur le terrain. Moi, j'ai pu, auprès de vous, vous expliquer mes expériences en Iran notamment, et comment se structure la société iranienne. On est aussi dans le décryptage, on essaie de comprendre les choses, parfois le dessous des cartes, face aussi à tout ce qu'on peut, parce que en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invectives, il y a beaucoup de menaces, y compris sur les réseaux sociaux, de gens qui passent leur temps à s'empoigner. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer justement de décrypter de façon à parfois prendre du recul. Donc, on vous sélectionne un certain nombre d'invités, d'acteurs, de gens qui ont des choses à dire, qui ont aussi de l'expérience. Et c'est le cas de Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir voilà. Pour moi d'être avec vous, mais quel désastre pour moi. Oui, c'est vrai. Quel désastre. Alors, on va en parler puisque en particulier ce week-end, Donald Trump, qui est un des grands acteurs, évidemment, dans ce théâtre mondial, a appelé Vladimir Poutine pour lui proposer d'intervenir dans ce conflit. Alors, je m'excuse. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Poutine qui l'appelle ? C'est Poutine qui l'appelle. C'est Poutine qui l'appelle ? Habituellement, c'est Trump qui appelle. Cette fois-ci, très bien de nous préciser. C'est Trump qui Poutine. Vous savez, vous avez toujours raison. Mais je me permets de donner... mais je n'ai pas toujours raison. De précision, parce que vous savez, maintenant, je pense qu'un grand danger maintenant, c'est, même sur les petites choses, il faut être très précis. Non, il faut être précis. C'est Poutine qui a appelé. Il y a deux choses. Il y a, vous avez dit le théâtre. Parfois, vous savez, on est dans la tragédie, dans le théâtre antique, d'une part, c'est tragique, mais parfois ça vire vers les choses plus légères, l'opérette. Cette fois-ci, en l'occurrence, la première phrase, « Je vous félicite ». Ah bon? Félicite, pourquoi? Parce qu'il a appelé pour les féliciter pour son anniversaire. La première phrase, c'était ça. C'était l'anniversaire de Trump. C'est l'anniversaire. Le compte-rendu était assez explicite de deux côtés. Ils ont pratiquement pas parlé de l'Ukraine. Paradoxalement, ils ont parlé logiquement du conflit là-bas. Et ça, c'était assez significatif pour moi. Pour vous dire la vérité, ça me rajeunit. Je suis fier d'être avec vous. Vous êtes fier parce que vous m'avez dit en aparté, avant le début de cette émission, que c'est votre première sortie dans votre carrière de diplomate. Vous avez été diplomate. Et ça nous remonte à l'époque Brejnev-Kissinger, c'est ça? Brejnev-Kissinger, je vais vous dire, moi j'ai fait toute ma carrière qui était quand même longue et assez poussée, disons, mais j'ai commencé ma carrière comme spécialiste de l'Orient, justement de conflits avec israélo-arabes, autour d'Israël. Et j'étais choisi par Brejnev, par hasard, parce qu'il a eu les problèmes de l'oreille. Et j'étais choisi parce qu'à l'époque, comme interprète de Brejnev, puisqu'il me captait. J'ai crié, il me captait, et comme ça, j'ai fait une carrière après la révolution. Mais la première sortie, je termine avec mes souvenirs. Votre voix était forte. Ma voix, voilà. Et Brejnev a capté, il m'adorait. Et la première sortie, la guerre de Kippour. Vous comprenez? Il vient
Et j'attends, Brejnev, il vient, et quelqu'un vient que je ne connaissais pas. Après, on a eu des rapports assez, pendant des années avec Kissinger. C'était Kissinger. Il bavarde, et Brejnev vient. Et vous savez, Brejnev, il était particulier. C'était un bon diplomate, mais il a eu des habitudes particulières. Il l'a embrassé sur la bouche. Et j'ai osé, avec déjà mes promotions. Une photo célèbre avec Honecker et Brejnev en train de s'embrasser sur la bouche. Embrassé sur la bouche. Oui, Honecker, et le j'ai président osé, de la DDR. après la conversation en aparté avec Kissinger, j'ai dit, maître, c'était difficile. Il m'a regardé, il a dit, mais c'était pour la paix. Vous voyez, on a travaillé pour la paix. On a évité, là-bas, j'étais présent, on a évité le dérapage vers la guerre mondiale. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'on vit, pour moi, on vit, non, c'est un désastre humain, désastre, évidemment, comme diplomate, pour moi, c'est un désastre. Avec Gorbatchev, on est sorti de la guerre froide, on arrive à quelque chose qui est pire que la guerre froide. Et je pense qu'on vit maintenant, avec cette crise, notamment au Proche-Orient, non seulement un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, parce que ça peut virer vers les choses incontrôlables et vers la guerre mondiale. Mais ça m'a donné le plaisir de vous raconter l'embrassade entre Brejnev, qui ont arrêté ça, arrêté le dérapage. Ils ont eu des contacts poussés. Je vais vous dire, dans le moment de désespoir, vous dites que vous ne dormez pas, moi je ne dors pas. Je ne dors pas réellement la nuit. Je me pose aujourd'hui les questions, est-ce que ça va avec la fermeture, fermeture de Détroit d'Ormuz, avec les choses, ça peut, la guerre d'attrition, si c'est une longue guerre, ça peut être un dérapage majeur. Est-ce que tout est perdu? Et ça me rappelle Brejnev et Kissinger. Pourquoi on a évité autrefois le dérapage? Parce qu'il y avait des contacts continuels. Mais là, il y a des contacts. Justement, maintenant, il y a une rivalité. Je crois bien que le président français, il appelle souvent Zelensky, n'est-ce pas? Mais j'ai remarqué que maintenant, toute la semaine, parce qu'ils ont dit qu'ils vont se rappeler cette semaine pour l'Ukraine, Trump et... Mais là, l'Ukraine, on l'a un peu oublié. Absolument. Elle est passée au second plan. On a vu Zelensky d'ailleurs dire attention, continuez de nous aider, de nous armer, et que tout ne part pas. Il est très inquiet. Zelensky, il est très inquiet parce qu'il y a un aspect. Je regarde ces personnages. Vous savez, pour moi, je suis quand même écrivain. N'oubliez pas que j'écris des livres pour les déchiffrer. Le dernier, c'est Trump, Poutine et Ivan le Terrible, pour les déchiffrer. Et alors nous, chez Omerta, on est resté à Trump, Poutine, à l'assaut de l'Europe. Hein. Moi, je vous ai rajouté le fondateur de la géopolitique russe. Parce que Ivan le Terrible, ce n'est pas par hasard. Ça nous donne des clés historiques pour déchiffrer leur attitude. Vous savez, les étapes, l'évolution, maintenant on est dans l'impasse sur beaucoup de choses. Et c'était déterminé par justement ce message des tripes de la Russie éternelle d'Ivan le Terrible. Mais vous comprenez, il y a un autre aspect. Je regarde depuis longtemps les personnages, leur psychologie. Je donne des clés pour déchiffrer Poutine, etc. Mais en Zelensky, il y a un aspect. Vous avez utilisé le mot théâtre. Historiquement, il était un acteur. Oui. Et pour lui, non seulement pour l'Ukraine, mais pour lui humainement, il gère aussi l'aspect médiatique. Pour lui, c'est une souffrance. Le fait que médiatiquement c'est passé en second plan, mais aussi sur les répercussions militaires majeures, vous comprenez, puisqu'on n'a pas assez de patriotes, on peut en parler. On pourra revenir sur la guerre en Ukraine après, qui évidemment reviendra à un moment au cœur de l'actualité. Juste, est-ce que ce coup de fil entre Trump et Poutine, même si le prétexte c'est l'anniversaire, etc., il y a tout le côté humain et le théâtre. Vous pensez que ces deux hommes, aujourd'hui, qui se sont rapprochés, veulent, et là, en l'occurrence, Trump a proposé ce week-end que la Russie fasse une médiation, la Russie s'est proposée comme médiatrice,
Est-ce que cette histoire du nucléaire iranien, sur laquelle Trump aimerait obtenir un accord, elle peut se négocier par le biais de la Russie, qui a effectivement l'Iran comme allié, même si l'Iran n'a pas signé de traité de coopération mutuelle comme la Corée du Nord, c'est-à-dire que la Russie n'est pas engagée si l'Iran est attaqué, mais elle est quand même alliée de l'Iran. Est-ce que vous pensez qu'on est, quelque part, sur une forme de deal global qui va progressivement se mettre en place, ou au contraire, on est sur d'Israël et de l'Iran, il faudra qu'il y en ait un des deux qui tombe, et on est sur une guerre à mort qui est amenée à durer, et une situation qui est amenée à se pourrir? Vous savez, il faut distinguer deux éléments. En principe, s'il y a une longue guerre là-bas, continuelle, sans le dérapage vers la guerre mondiale, je vais presque vous dire une vérité qui blesse. C'est l'intérêt de la Russie. Parce que l'attention est portée sur le Proche-Orient et l'Occident n'a pas de possibilité, les Américains n'ont pas de possibilité de continuer à aider les deux dans les mêmes proportions. Vous comprenez? Il y a un élément qui prendre en compte qui est un élément diplomatiquement objectif. Et militaire. Et militaire, On peut pas évidemment. se partager. Je vais vous rajouter quand même, il y a un accord de partenariat stratégique avec l'Iran qui a été voté hier par le Parlement, Oui. Là-bas à Téhéran. Alors vous comprenez, il y a cet aspect-là. Et après, j'ai géré beaucoup de crises dans mon expérience pendant les guerres froides. Il y a les choses pratiques. Poutine représente maintenant une filière. Le mot intermédiaire, le mot médiateur, peut-être il ne faut pas utiliser, ça va blesser beaucoup de sénateurs aux États-Unis, ça va. Mais il faut regarder les choses pratiques. Vous comprenez maintenant qui peut avoir les contacts avec les plusieurs parties. Les acteurs ne sont pas nombreux. Ils ont des contacts et ça passe humainement entre Trump et Poutine. Ils ont des contacts à Téhéran, les Russes, c'est incontestable. Ils ont les contacts avec les Chinois. Ils sont derrière l'Iran. Il ne faut pas oublier, on a parlé des coups de fil, mais pendant ce week-end, il y avait des coups de fil très approfondis entre Netanyahou et Poutine, et entre Poutine et le président iranien. Tout ça, c'est une chose pratique pour avoir les dérapages. Je vous ai dit que sur le plan vraiment superficiel, ça semble l'intérêt de la Russie, mais je dois vous dire que la guerre régionale avec la menace, pour moi c'est une menace de la guerre mondiale, vraiment incontrôlable. Je vous ai parlé de la guerre totale. C'est le terme que j'ai utilisé autrefois dans mon éditorial au Figaro. Autrefois, j'ai utilisé le terme guerre totale. On vire vers ça. C'est pas l'intérêt. C'est un terme qui, au départ, la paternité, c'est Joseph Goebbels, le ministère de la propagande de l'Allemagne, qui parlait de Total Krieg. La guerre totale. La fin du Troisième Reich, c'est l'optique de la guerre totale. Absolument, la guerre totale. Mais on vire vers la guerre totale maintenant parce que, vous savez, les situations, on va en parler, parce qu'on vire vers la guerre sale, pour utiliser le terme d'Ignatius dans le Washington Post. C'est les questions sérieuses, parce qu'il y a les étapes. Oui. On parle de l'étape d'il y a 3 jours, mais il y a une étape du 1er juin, quand ils ont frappé la triade nucléaire là-bas, les Ukrainiens, je veux dire, ont vivre les gaz. Mais ça, c'est un autre aspect. Pour l'instant, limitons avec ça. Vous comprenez, il y a pourquoi je suis vraiment, je suis d'une part désespéré, mais je garde un petit brin de lumière parce que les contacts sont approfondis, les contacts passent, ça continue, ça continue. Et les gens sont d'accord, tous. Il y a, en vieux diplomate, les éléments où il y a sont d'accord. Qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter que l'Iran possède l'arme nucléaire. Et là, les Russes, les Américains, les Chinois, depuis hier, ils ont annoncé, les Iraniens, encore une fois, qu'ils ne veulent pas. Tout ça, il y a cet aspect, il y a une base de l'accord. Deuxième chose, on a utilisé le guerre totale, mais on peut utiliser un autre terme qui est cher en Asie, blitzkrieg. En fait, la frappe, vous avez remarqué que le changement de ton en Occident, de mainstream,
Au début, OK, ils ont tué tous, c'est Blitzkrieg, c'est la fin du Oui. régime. Après, on a vu Un que- vieux connaisseur de l'Orient, vous connaissez, Hmm. j'ai beaucoup voyagé, je connais ces gens-là. Vous savez, il ne faut pas avoir l'illusion. On va vers une guerre très longue. Et une guerre très longue, la guerre d'attrition, ce n'est pas l'intérêt d'Israël non plus. Non, Parce qu'Israël est que habillé- Israël est disproportion, habitué aux guerres 90 millions d'Iraniens d'un Oui. côté, et on dit, ah, les Iraniens sont nuls, il y aura une révolte. À peu près à propos de ce que vous racontez, à propos de Poutine. Il y aura, on va faire les sanctions, il y a une révolte, et Poutine sera viré. C'est pas ce Donc, qu'on ils a ont dit fait- aussi pour l'Irak, c'est pas ce qu'on a dit pour l'Afghanistan. Exactement. Mais vous savez, On y est resté 20 vous ans savez, et on a eu les je pires. connais ces gens-là depuis longtemps. Bien sûr. Derrière ça, il y a quand même... je n'ose pas vous dire, parce que je connais trop ces gens-là, il y a... c'est pas même l'incompétence, c'est une erreur d'analyse majeure des néoconservateurs américains, parce qu'ils ont pensé qu'ils peuvent recomposer les pays, ils peuvent recomposer la Russie, qu'ils peuvent recomposer le Proche-Orient. Ils ont utilisé La le théorie général des Clark, que vous théorie connaissez. des dominos. Domino, je les connais, j'ai beaucoup discuté avec eux. Parmi eux, il y a d'ailleurs spécialistes de la région. J'ai dit, écoutez, vous ne connaissez pas les Arabes, vous ne connaissez pas les Perses. Comment ça se passe? Vous pensez que vous allez avoir 1 million? Le jour, je me souviens de quand ils ont intervenu en Irak, j'ai dit, vous allez avoir 1 million de pertes. Je leur ai dit. Et la même chose, c'est la même logique, mais vous savez, c'est une logique pour moi qui ne marchera pas. Et dans ce cas-là, le danger, l'Europe est très exposée. Vous savez, s'il y a la fermeture de droit d'Ormuz, il y aura une crise majeure en Europe. 20% des hydrocarbures. Évidemment, évidemment. Vous savez, c'est hyper exposé. C'est pas les intérêts de Trump, parce que Trump joue d'une manière sérieuse. Tout le monde joue vraiment leur destin. Israël joue son destin. Trump joue son destin. Parce que vous comprenez, si ça vire vers la guerre mondiale, si ça vire vers la logique des néoconservateurs, Trump devient deuxième Biden, et dans ce cas-là, il n'y a pas de Trump. Vous comprenez? Alors, on a vu, vous avez noté effectivement que l'Iran s'est défendu. Enfin, l'Iran a déployé ses missiles balistiques, des missiles hypersoniques, comme les Russes en possèdent certains. Et l'Iran a une production assez massive qu'on ne connaît pas vraiment. On a remarqué que du point de vue d'Israël, il y a eu aussi une opération réalisée au sol par le Mossad, extrêmement bien extraordinaire, conçue. j'adore. Extraordinaire, le Mossad, qui une nouvelle fois, après l'affaire des beepers, nous prouve qu'il est capable d'implanter une usine, pas une usine, enfin un complexe de fabrication de drones sur le territoire iranien. Ça vous a pas rappelé le SBU avec... Évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette vous savez, je vais vous dire, le ce problème, déploiement ça, clandestin à l'étranger? C'est une chose. Vous avez raison de parler du 1er juin, de l'attaque contre la triade. Ça rappelle, il y a les thèses de complot. Vous savez, je lis ce qu'ils racontent, les Russes, etc. Et les Russes sont absolument persuadés que non seulement les Anglais, les Américains, mais Mossad était impliqué. Il a donné un coup de main aux Ukrainiens pour faire, c'est-à-dire, il y a une sorte... Ce que je veux dire, c'est que vous pensez que c'est la même matrice, c'est la Non, même... vous ça savez, vient du même... il ne faut pas dire... Vous savez, ma position avec les livres est toujours chez vous. Je ne prends pas la position, je vous donne les éléments. Et l'élément, vous comprenez, ce n'est pas ce que je dis que là-bas, ils disent que voilà, que c'est la même chose. Mais vous comprenez, il y a les choses sur lesquelles il faut revenir. Pourquoi ça m'inquiète terriblement, cette situation? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai téléphoné hier là-bas dans la région, notamment à Jérusalem, pour reconforter les gens, parce que les gens sont très inquiets là-bas, les choses comme ça. Mais il faut comprendre que c'est... Ils sont dans quel état d'esprit? Ah, mais ça, vous savez, ça dépend.
il y a les gens là-bas, il y a évidemment le soutien de Netanyahou d'une part, et d'autre part, il y a une grande inquiétude des autres. Et puis là-bas, il ne faut pas sous-estimer. Vous savez, il y a une unité du peuple israélien d'une part, mais d'autre part, il y a les gens qui discutent, qui analysent les choses. Pour revenir sur l'analyse, ce qui m'inquiète là-dedans, que maintenant, on arrive à la situation où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Là-bas, vous avez parlé des Russes, la chose qui revient tout le temps dans leur discours, que c'est 2 poids, 2 mesures. On dit, voilà, quand la primauté, c'est disons, la sécurité d'Israël, on accepte volontiers ça. Quand les Russes disent que la primauté pour nous, la sécurité de la Russie, on n'accepte pas la thèse. Mais ça, c'est l'aspect, disons, narratif. Et là-dedans, à mon sens, maintenant, il y a beaucoup de narratifs, sinon de la propagande autour de ça. Et ça, c'est une chose pour moi très dangereuse parce que la propagande devient petit à petit la politique réelle et parfois remplace l'analyse. Moi, je voudrais vous donner l'élément d'analyse. Mais le dérapage est là. Il y a l'attaque contre les choses nucléaires. Le parallèle que vous faites, c'est vrai. On a attaqué là-bas les Ukrainiens quand ils ont fait cette opération spectaculaire, il faut le dire. C'est l'attaque contre les installations nucléaires. Formellement, les Russes, leur doctrine prévoit la réplique nucléaire. Vous comprenez de quoi il s'agit. Là-bas, encore une fois, une banalisation, l'attaque contre les installations nucléaires. Là, c'est un élément... Contre les scientifiques, principalement, qui ont été... Non. Enfin, il s'agit du Mossad. Le Mossad, je vais vous dire, non, on va virer ça. Mais détrompez-vous. Les Iraniens, ils ont publié les sites où se trouvent les armes nucléaires iraniennes. Et comme il ne s'agit pas seulement de prévenir le but affiché, c'est pas prévenir la possession des armes nucléaires iraniennes. Le but affiché, c'est le changement de régime. Bien sûr. Et je vais vous dire, moi j'ai beaucoup étudié l'attitude des gens qui sont au dos au mur quand il s'agit qu'ils n'ont pas. Dos au mur, les Iraniens, ils peuvent non seulement fermer le détroit d'Ormuz, mais ils peuvent frapper les installations nucléaires. Dans ce cas-là, c'est un dérapage à l'infini. Vous comprenez? Comme les Ukrainiens aujourd'hui, on peut en parler dans la même logique. Vous savez, je vous ai raconté qu'il y avait leur chef d'État, leur chef des services secrets militaires, Boudanov. Il est venu à la fin de l'année dernière aux États-Unis. Il a dit la guerre sur le plan conventionnel est perdue. Il faut utiliser la guerre asymétrique. Il faut frapper les Russes là-bas, au cœur de la Russie, d'où vient l'attaque contre l'aéroport. Il faut frapper la Kursk. Il faut frapper les choses nucléaires, etc. Vous comprenez? On va vers quoi on va? On va vers les choses où il n'y a plus de règles dans les choses qui viennent. Et je pense que le seul salut, et ça c'est l'intérêt, quoi qu'on dise, ce n'est pas le court terme, ce n'est pas le nombril, ce n'est pas même sauvegarder l'État. Il s'agit pour moi, en tout cas, d'un choix maintenant, c'est un choix fatidique dans la crise ukrainienne et dans la crise au Proche-Orient. Soit on trouve la solution pour éviter l'escalade, une sorte de modus vivendi, qui est l'intérêt bien compris de tout le monde, soit on va vers l'apocalypse, et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Parfois, je suis désespéré, mais j'espère qu'il y a quand même il y a les contacts qui doivent se sauvegarder, et peut-être ça va nous donner les choses. On va arriver sur l'Ukraine, justement pour rester sur l'Ukraine, et sur cette attaque contre les bombardiers stratégiques russes. Le journaliste du Washington Post, David Ignatius, a publié une enquête la semaine dernière qui explique que cette guerre sale que l'Ukraine pourrait... Dirty war. Voilà, dirty war, mais notamment utiliser, par exemple, des portes, je crois qu'il explique qu'il pourrait y avoir des portes-containers, donc des navires sur lesquels il y aurait des drones, utiliser le même principe pour aller s'attaquer à des navires militaires russes.
Vous pensez que c'est à la fois le GUR et le SBU, c'est-à-dire le service militaire, et le SBU, qui est enfin, une sorte de KGB ukrainien. Vous voyez cela se développer. C'est tentant pour les Ukrainiens à partir du moment où le front s'effrite pour eux. Ils n'ont aucune victoire. Pour continuer à survivre et à être crédibles, ils sont obligés de montrer qu'ils sont capables de performer ailleurs. Évidemment, évidemment, évidemment. Il faut comprendre, les gens qui nous regardent, ils connaissent bien Ignatius. Vous parlez des gens qui ont le dos au mur. Les Ukrainiens, ils ont le dos au mur. Évidemment, évidemment. Vous parlez de l'effritement, ce n'est pas le mot. La situation est dramatique et ce sera encore plus dramatique dans les mois qui suivent. L'avancée des Russes, vous le montrez sur le front, vous comprenez, je veux dire, quand je dis effritement, je veux dire il n'y a pas de percée, on n'est pas dans des grandes guerres de mouvement qui seraient comme la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est Poutine. Voilà. Ça, c'est Poutine. Poutine, vous pensez qu'il Poutine. J'ai expliqué, s'il vous plaît, Poutine, Trump et Ivan le Terrible, la psychologie de personnage et Poutine est trop... les arts martiaux, mon cher. Les arts martiaux. C'est comme ça qu'il agit. Parfois, il est beaucoup reproché, d'ailleurs, dans cette affaire, détrompez-vous. L'opinion publique et les militaires, ils ont dit assez, c'est assez, ça suffit. Maintenant, ils ont touché au cœur de la Russie. Maintenant, il faut frapper tout de suite. Il n'a pas frappé tout de suite. Il a prévenu, il a eu le feu vert de Trump de riposter. Vous allez voir avec Oreshnik et avec les ponts de Kiev sur le Dniepr. Enfin, pour le moment, on n'en est pas là. On n'est pas là, mais on va vers ça. Vous comprenez? Ça, c'est du Poutine pur. Dieu sait que j'ai étudié la bête. Ce sera spectaculaire, justement, un des dangers de la situation actuelle, que toute l'attention est sur le Proche-Orient, et vous allez voir dans les jours qui viennent. Mais ça, c'est une chose. Je pense que le premier genre... Si ça se produit, on republiera l'interview. Voilà. Non, c'est pas... Vous savez, je viens vous voir parce que j'estime votre travail sur le terrain, beaucoup. Et encore une fois, vous savez, il ne faut pas oublier que moi, je suis à moitié russe, à moitié ukrainien. Pour moi, c'est une énorme tragédie qui se passe devant mes yeux et j'essaie de vous donner les éléments, vraiment, sur ça. Pour revenir sur les éléments. Vous comprenez, je pense que c'est une nouvelle étape. Le 1er juin, c'est une nouvelle étape dans cela. Deuxième étape, c'est la guerre là-bas. On a ouvert la voie de Pandore. Vous comprenez, maintenant, tout est permis. Tout est permis. Il ne faut pas oublier qu'à ma grande époque, par exemple, il y avait des rencontres régulières entre le KGB et la CIA. À Vienne, pour vous donner une petite révélation. Très bien. Il parlait d'une manière approfondie sur les choses. Il a dit, on ne tue pas les personnages réciproques. On ne touche pas aux généraux. Mais maintenant, tout est permis. On a tué le chef d'état-major là-bas. Les généraux, vous connaissez le général Kirillov, je peux vous donner les noms que les Ukrainiens ils ont tués. Il assume les choses comme ça. Jusque-là, il n'y avait pas, les Russes n'ont pas répliqué de la même manière. Jusque-là. Depuis Andropov, ils ont interdit l'assassinat à l'étranger, mais la pression de l'opinion publique et de l'armée à l'intérieur, je le sais, est une pression. Ça peut, la guerre sale, ça concerne non seulement le terme dirty war, ça concerne bien sûr les Ukrainiens, mais ça concerne les Russes et ça concerne les autres. Moi, je suis effrayé par les perspectives. Vous comprenez, je vous ai parlé une fois, 15 réacteurs nucléaires en Ukraine, non sécurisés. Vous comprenez? Si on touche à des choses, Tchernobyl va vous paraître un paradis. Vous comprenez? Ça, c'est les choses. Je suis effrayé par ça. D'où vient la nécessité et mon souhait
de tout mon cœur d'essayer quand même de cadrer ça tant qu'on peut. Mais vraiment, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Malheureusement, maintenant, tout est permis et on est sur la voie très dangereuse, sur la pente très dangereuse qui a été annoncée au fait par Boudanov. Ils ont dit maintenant la guerre sera asymétrique, il y aura le sabotage. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, on parle toujours de cette attaque contre le bombardier stratégique, mais il ne faut pas oublier l'attaque contre le train civil, là-bas à Briansk, vous comprenez? Alors, cette attaque, justement, est-ce qu'elle n'a pas rappelé dans l'imaginaire russe, je crois que c'était les Tchétchènes qui faisaient ça il y a 20 ans, ce Tchétchène, genre de... je se rappelle la Première Guerre mondiale, il ne faut pas... La Deuxième Guerre mondiale, je veux dire... Mais pour l'opinion russe. Pour l'opinion russe, évidemment, évidemment. Mais l'opinion russe est profondément traumatisée. L'opinion russe, détrompez-vous, c'est beaucoup plus radical que Poutine. Oui, bien sûr. Beaucoup plus radical que Poutine. Et l'armée est plus radicale que Poutine. Il la maîtrise tant bien que mal. Le contexte sur ce plan est dangereux. Parce que je vous dis... et ça, c'est effrayant aussi pour l'Orient, que je connais très bien. Ouais. Parce que vous savez, je vais vous dire, les choses comme ça, moi je regarde la réaction de la rue arabe, comment les gens réagissent, comment réagissent le milieu. Ça, vous savez, le terme qu'il a utilisé, c'est quelqu'un qui est bien introduit dans la CIA. Le terme, c'est de la CIA. Vous savez, c'est une porte-parole. Ignatius, c'est un porte-parole de la CIA. De la CIA, soyons très clairs. Il a dit, s'il a publié ça, c'était conscient. Parce que là-bas aussi, les gens qui réfléchissent, ils sont conscients, ça peut être un dérapage apocalyptique qu'il faut arrêter avant que ça soit trop tard, pour des raisons économiques, pour des raisons géopolitiques, etc., mais banalement pour que le monde ne devienne pas en feu. Alors, je voulais justement une question encore pour rester sur le conflit russo-ukrainien. Cette radicalisation de l'opinion publique en Russie, le fait que certains disent « Ah, Poutine ne va pas assez vite », on entend ça. Hein. Il y a aussi une solidarité qui se fait, une popularité qui reste au sommet pour le dirigeant russe. À l'inverse, en Ukraine, vous avez, on sent des mouvements souterrains de la part d'individus ou de groupes qui potentiellement ont des visées sur le poste de Zelensky. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? On sait que Trump s'est mis en tête de rechercher la paix, que des pourparlers, on en a déjà parlé, ont eu lieu, notamment avec Vladimir Medinsky du côté russe et puis le ministre de la Défense côté ukrainien, Rustam Udanov, je crois, que les Russes et les Ukrainiens se sont parlé, mais sur le long terme, une société ukrainienne qui se verrait imposer une paix, n'est-ce pas le risque un peu à la manière, je sais que je reprends souvent cette analogie, mais de l'Allemagne en 1919 avec les corps francs, c'est-à-dire des groupes qui estiment ne pas avoir perdu. On a évoqué ces fameux hommes de l'Ouest, qui sont les nationalistes ukrainiens, qui ont acquis un pouvoir considérable, pas simplement depuis 2022, mais depuis 2014. C'est eux qui ont permis à l'Ukraine de tenir. La force de frappe. Tout à fait. Et Zelensky, il a peur de ces gens-là. Et voilà. Et ces gens-là, si Zelensky signe la paix, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'un côté une opinion russe ultra radicalisée et d'un autre côté une Ukraine où des groupes nationalistes risquent de... C'est quand même assez inquiétant, cette... C'est hyper inquiétant, mais vous parlez à quelqu'un qui symbolise un trait d'union entre la Russie et la... Et vous êtes un diplomate. Et en plus, je suis un trait d'union entre l'Europe et moi. Vous savez quand même, Gorbatchev, ça, c'est un personnage, disons, emblématique de cela. Vous avez raison, l'exercice est énormément difficile. L'exercice est énormément difficile. Le problème maintenant, soyons très clairs, que surtout dans le contexte du Proche-Orient, les choses se décident sur le terrain. Et sur le terrain, il y a une progression vertigineuse des Russes. On vous dit effritement, ce n'est pas le mot. Parce que, vous comprenez, je prévois avant l'été le changement vraiment
de fond de la situation là-bas, et ce sera une autre manière de mener les négociations. C'est pour ça que mon souhait de faire négociation... Le changement de fond, pour être clair, c'est en faveur des Russes. Prise de Soumy, Kupiansk, évidemment, Konstantinovka, vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe, Pokrovsk, vous connaissez tout ce que vous décrivez avec tant de brio quand vous êtes sur place avec vous, avec Charles d'Anjou et avec Aïcha, c'est ça? Oui. Aïcha, formidable. On fait notre possible, nous on essaie de ramener l'élément du terrain. Vous êtes des témoins, je vais vous dire, vous êtes un peu comme ma démarche, vous apportez les éléments. Je ne juge pas, mais j'apporte les éléments. Donc vous voyez vraiment un mouvement... Je vois ça, et dans ce cas-là, ce sera très difficile. Moi, vraiment, un avis d'un vieux diplomate, si vous me permettez, qui gérait beaucoup de la crise de la fin de la guerre froide, c'est d'agir le plus rapidement possible, de ne pas perdre le contact. Dans le contexte du Proche-Orient, paradoxalement, ça peut un tout petit peu pousser à Zelensky à continuer le contact. Parce que, vous comprenez, la situation sur le plan de livraison d'armes est dramatique aussi. Vous savez, banalement, il n'y a plus de patriotes. Maintenant, ils vont aller... Déjà, Zelensky avait l'impression d'être lâché en race campagne par les Américains. Il essayait de tout faire pour se raccrocher au wagon de Trump. Trump l'a humilié devant les caméras du monde entier, à la Maison-Blanche quand même. Là, c'est désespéré pour l'Ukraine. C'est désespéré, mais il y a Kellogg, il y a néoconservateurs américains, il y a... Lindsey Graham, oui, bien sûr, Pompeo, il y a les gens du Sénat, il y a les choses comme ça, il y a l'opinion publique américaine. N'oubliez pas le fait que les Américains continuent on dit que New York Times dit qu'il déteste Zelensky, mais enfin, vous savez, dans mon expérience, ma longue expérience, il dit que, vous savez, les affaires sentimentaux en diplomatie doivent être oubliées. Il faut voir les facteurs et pas les hommes, ceux qui représentent et pas les hommes. Le contact, on a annoncé cette conversation avec nouvelle conversation. Je vous dis, ils rivalisent maintenant. Ils parlent tout le temps avec au téléphone. Ils vont parler cette fois-ci d'une manière approfondie. Trump souhaite que ça continue, les contacts. Et il y a, vous savez, dans ce genre de choses, il faut faire des petits pas. L'échange de prisonniers, l'échange des corps. Après, il faut aller vers les discussions, mais là où il y a les éléments que tout le monde accepte, que l'Ukraine ne vient pas dans l'OTAN. Il y a la base de ça. Un vieux diplomate, je vais vous dire, je ne peux pas donner les conseils, mais il faut utiliser la perspective européenne pour les Ukrainiens. Il faut récompenser. Les Russes, au début, n'ont pas tiqué sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ils ont moins tiqué, en tout cas, que les agriculteurs français. Donc, ça, c'est les choses comme ça. Vous comprenez? Pour eux, c'est l'OTAN. L'OTAN, etc., les perspectives de ça. Et ça peut être un sujet d'une rencontre qui n'est pas exclue. Moi, je prévois, si on continue à parler de l'Iran, je pense qu'il y aura une rencontre entre Poutine et Trump. Et dans cette affaire, le rôle des Américains, ce sera majeur. Parce que l'Ukraine ne peut pas tenir sans le renseignement et sans l'aide massive américaine. L'Europe ne peut pas remplacer, pour être clair, l'aide américaine, c'est-à-dire les choses comme ça. De même qu'Israël ne peut pas continuer sa guerre sans l'aide américaine. Évidemment. Et détrompez-vous que il y a les intérêts à court terme qui sont là. Je vous dis, au Proche-Orient, les Chinois, ils sont ravis parce que l'attention des Américains est là et Taïwan est presque oublié maintenant dans le contexte actuel. Mais vous comprenez, quand il s'agit de l'apocalypse, il s'agit de l'intérêt de tout le monde, peut-être il faudra trouver l'entente et ça peut être un sujet de conversation majeur cette fois-ci. Parce que les contacts, le paradoxe de cette situation, qu'il y a les contacts de façade, très affichés, notamment là-bas, entre Medinsky, Istanbul, etc. Mais les contacts approfondis sont quotidiens. Bien sûr. Quotidiens avec les Américains. Ils parlent, ils continuent à parler d'autres sujets. Vous avez dit les choses comme ça. Peut-être,
on va aller vers ça. Mon souhait, je suis pro-européen et pro-français à mort, vous me connaissez, si vous me permettez, mon souhait que quand même l'Europe aussi réfléchit comme ça. Vous savez, j'étais en Allemagne l'autre jour, je vais vous raconter. Ce qui m'a frappé, ça vous a frappé surtout cette lettre vous savez, des SPD sur la nécessité de renouer le dialogue. Vous avez vu? Oui. Ça a frappé l'opinion publique. Ce qui m'a frappé, que l'évolution de là-bas de business allemand, des milieux économiques, qui disent, attendez, mais l'Europe ne peut pas être éternellement absente sur les choses, il faut renouer. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez, je vous ai amené mon petit-fils. Oui. Et l'autre jour, je lui ai donné un conseil. L'art de la vie, c'est l'art de transformer les échecs en victoires. Nous sommes devant l'échec de la diplomatie terrible. La diplomatie est presque morte aujourd'hui. Mais peut-être cette crise majeure, cette perspective d'apocalypse peut nous donner la chance de renouer avec la diplomatie, et le rôle des Américains et de Poutine et de Trump peut être majeur. Dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que, avec cette crise au Moyen-Orient, la crise qui se profile autour de Taïwan, la guerre en Ukraine, on assiste à un moment à un nouveau Yalta, une nouvelle organisation du monde qui serait décidée et qui serait pérenne, puisque quand on se réfère à Yalta, même si le contexte est différent, mais le traité de Yalta n'a jamais été renié, en fait. Je voudrais vous dire, jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Est-ce que vous me permettez de faire quelque chose d'iconoclaste? Allez-y. Yalta n'a pas une bonne presse ici. En conseil d'amis, il faut revenir à ma grande époque avec Gorbatchev, quand on n'a trouvé pas le partage du monde, mais c'est l'équilibre des intérêts. Et je vous ai donné les éléments qui peuvent pousser. L'Israël joue son destin. Les Ukrainiens jouent son destin. Poutine joue son destin. À la limite, si ça continue comme ça, pour l'instant, Trump, ça n'a rien donné. Vous comprenez? Non. S'il continue Los Angeles, les guerres sont partout, les dérapages, Finlande, Afghanistan, tout ça. Tout le monde joue son destin. Alors, transformons l'échec, j'espère, temporaire, en victoire. Ben, c'est un très beau mot de la fin, Vladimir Fedorovski. Merci beaucoup d'être revenu chez Omerta, et on vous sollicitera évidemment pour ces décryptages toujours très utiles. Un jour, j'aimerais bien qu'on parle des grands diplomates que vous avez connus. Vous m'avez évoqué que vous avez côtoyé Lavrov pendant très longtemps. Medinsky aussi. Non, Medinsky, c'est une autre chose, c'est un historien. Moi, je suis à mes heures vous connaissez tous ces Lavrov, vous savez, je fais les études au MGIMO, ça s'appelle. Et j'ai passé 5 ans côte à côte avec lui. Parce qu'on ne devait jamais devenir, moi, écrivain, et lui, un ministre. On devait passer toute notre vie à l'Orient. Mais Dieu a décidé autrement. Bon. Autrement. Kissinger, je peux vous raconter ça. Oui, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs d'Omerta, chers abonnés. J'espère que cet entretien, tout à fait dans le cadre de l'actualité et de ce qui se passe dans notre monde qui est complètement bouleversé, où chaque matin, chaque nuit, puisqu'on passe pour une part d'entre nous nos nuits à regarder ce qui se passe et comment les choses évoluent, en particulier au Moyen-Orient en ce moment. Eh bien, j'espère que tout ça vous plaît, que c'est un contenu dont vous parlerez autour de vous et que vous reviendrez pour la prochaine édition du Grand Entretien. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.